Dans Méditerranéo aujourd'hui, regard sur le problème de l'exil massif de la population albanaise. En Israël, reportage au sein de la communauté juive orthodoxe. Toujours dans ce pays, Jérusalem est au centre d'importantes découvertes archéologiques. Enfin, en Macédoine, pour la séquence mémoire, une évocation des influences orientales sur les artistes. Depuis la fin de la dictature, l'Albanie connaît par vagues un exil massif de sa population, certainement facilité par l'absence de visa pour gagner l'espace Schengen. En 2017, la majorité des demandeurs d'asile en France étaient albanais. Ils cherchent à fuir une situation économique précaire. Leur pays est l'un des plus pauvres d'Europe. C'est l'heure de la leçon d'allemand. 5 soirs par semaine, Orgest Kamani vient dans ce centre de formation publique. 1 heure de cours par jour, pour un tarif modique, 25 € le trimestre. À 30 ans, Orgest retrouve les bancs de l'école, après un cursus d'ingénieur chimiste et une carrière dans l'industrie écourtée à cause de problèmes pulmonaires. Moi, je profite de ces services qui coûtent peu d'argent pour apprendre la langue allemande. L'objectif d'Orgest est très précis, apprendre l'allemand pour pouvoir émigrer à Hanovre et se lancer dans des études de technologie de l'information. Selon un sondage publié l'année dernière, 56% des Albanais seraient comme lui désireux de quitter le pays. Ici, il y a du travail, mais c'est peu payé pour beaucoup d'heures. Ça ne mène nulle part. C'est pour ça qu'on voit l'Allemagne comme une bonne solution, car on peut y trouver du travail rémunérateur, même si c'est au noir. Valentino Casazi, 24 ans, travaille comme serveur dans une discothèque, 8 heures par jour, 7 jours sur 7, pour 120 € par mois. Sa mère vit en France depuis 2010, il l'a rejointe 1 an plus tard, mais depuis juillet 2017, ils ne peuvent se parler qu'au téléphone. Après un contrôle d'identité, Valentino a été expulsé et il lui est interdit de quitter l'Albanie pendant 3 ans. C'est dur d'être séparé de moi. En plus de ça, qu'il est handicapé. Parce que là, elle a besoin plus de moi. Je voulais être encore une fois là-bas pour l'embrasser encore une fois. La mère de Valentino et celle de Giovanna, son épouse, ont déposé une demande d'asile en France. Elles n'ont aucune chance de l'obtenir, l'Albanie étant considérée comme un pays sûr. Pourtant, Valentino ne pense qu'à repartir. C'est grave pour nous déjà quand on reste ici. Mais après pour le pays, je ne sais pas si c'est grave que nous on part ou pas. Ouais. Nous on part pour notre mieux. Si on reste ici, on reste pour notre mal. Depuis son bureau d'une université privée de Tirana, Ilir Kalemay observe l'exode de la jeunesse albanaise. Ces 7 dernières années, 330 000 personnes ont quitté le pays. C'est plus de 10% de la population. Pourquoi telles personnes s'en vont-elles? Pas les plus pauvres, mais les enseignants, les ingénieurs. Ce sont les cerveaux qui s'en vont, ceux qui ont fait des études à l'étranger. Et je pense que la raison principale, c'est l'insécurité en Albanie, au plan social et économique. Le phénomène touche aujourd'hui aussi les petits commerçants. Lefter Rocaille est retraité, mais pour joindre les deux bouts, il doit tenir cette quincaillerie à Tirana. Vendre des robinets, des pots de peinture, des clous, des vis, pour gagner de quoi manger. On ne peut pas dire qu'on ait des recettes importantes et un capital important. Quand on a un petit commerce, on est à la limite de la survie. Dans ce marché couvert de Tirana, de nombreux rideaux sont tirés. Pour le seul mois de février 2018, 1000 entreprises ont mis la clé sous la porte en Albanie. Depuis quelques mois, les petits commerces doivent acquitter la TVA dont ils étaient jusqu'alors exemptés.
Pour les petits commerçants, ce sera une dépense supplémentaire qu'ils seront obligés de payer. Et avec la situation du marché et de l'économie en Albanie, c'est déjà trop lourd. Il y a un nouvel exode que l'on n'avait jamais vu. Les jeunes ont perdu espoir, les Albanais fuient, une partie des petits commerçants aussi, pour chercher du travail en Europe de l'Ouest. Et les commerçants qui tiennent le coup, qui sont restés jusqu'à présent, n'ont visiblement que peu d'espoir de voir la situation s'améliorer prochainement. En Syrie, les gens fuient à cause de la guerre. Nous fuyons l'Albanie pour survivre, parce qu'on n'a pas de quoi manger. Les traditionnels commerces de proximité albanais doivent maintenant affronter la concurrence de ces immenses centres commerciaux. Celui-ci a ouvert en 2017 en centre-ville de Tirana. Il a attiré en un an 5 300 000 visiteurs. 27 ans après la chute du régime communiste, l'Albanie traverse une crise sociale et économique, malgré une croissance à 4%. Selon la Banque mondiale, une famille albanaise sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. Le Parti démocrate, principal mouvement d'opposition, dénonce un gouvernement corrompu qui favoriserait la criminalité, fermerait les yeux sur le trafic de drogue et protégerait des intérêts particuliers. On doit arriver à 3 choses. Libérer la politique du crime, nettoyer la politique des liaisons criminelles, libérer la justice de la politique, libérer l'économie de l'oligarchie et du clientélisme d'État. Au siège du gouvernement, la critique est balayée. Corruption et trafic de drogue sont de l'histoire ancienne, assure le Premier ministre socialiste, qui dit tout mettre en œuvre, y compris des contrôles aux frontières, pour endiguer la vague de migration. On a fait un progrès très important qui est lié aussi avec le fait que les gens ont compris. Les gens ont compris que même si ça c'est une injustice européenne vis-à-vis les pays et les peuples des Balkans, d'être coupés dehors du marché libre du travail, il faut jouer avec les règles, il faut être un pays sérieux. Au premier trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'asile albanais dans l'Union européenne a baissé de 27% par rapport à la même période de l'année précédente. Mais l'émigration et la baisse de la natalité font régulièrement décroître la population. Au pays de Skanderberg, le héros national, il n'y a plus que 2 870 000 habitants. C'est 12% de moins qu'en 1991. En Israël, les juifs orthodoxes sont de plus en plus nombreux car ils affichent un taux de natalité record. Longtemps en marge de la société, cantonnés à l'étude des textes sacrés, ils s'intègrent désormais dans la société moderne. Informatique, mode, cinéma, ils investissent des secteurs autrefois réservés aux laïcs. Nous sommes à Jérusalem dans une yeshiva, une académie talmudique comme il en existe des centaines en Israël. Ces hommes étudient le Talmud, un recueil de controverses rabbiniques compilé au 5e siècle. Actuellement, je suis en train d'étudier les lois des sacrifices. Bien sûr, tout le monde connaît grâce à la Bible le temple que le roi Salomon a construit. C'est l'endroit où l'homme peut se sentir connecté au plus près avec le Créateur. C'est impossible de vivre sans étudier. Cela procure la vie, l'énergie. C'est le générateur, le carburant. C'est cela l'essentiel. Il faut travailler pour gagner sa vie, bien sûr, mais il faut d'abord commencer sa journée avec plusieurs heures d'étude de la Torah. En général, les hommes orthodoxes étudient le Talmud toute la journée et leurs épouses vont travailler pour faire vivre le foyer. Mais ici, à midi, on ferme les livres et l'on passe sans transition de l'époque biblique au XXIe siècle. Juste à côté de la yeshiva,
Abraham se rend dans une école de programmation informatique où il va passer le reste de l'après-midi. L'établissement n'accepte que les hommes et respecte rigoureusement la loi religieuse. Je veux être entouré uniquement de camarades orthodoxes qui savent eux aussi que Dieu existe. Nous nous arrêtons pour faire la prière de l'après-midi, nous étudions la Torah, mais en informatique, les gens ici sont aussi excellents. Ce genre d'institut dédié aux orthodoxes se multiplie en Israël, car de plus en plus d'hommes sont obligés d'aller travailler désormais. La situation économique ne leur permet plus d'étudier toute la journée. C'est seulement depuis 1948 que cette population ne travaille pas et étudie la Torah à plein temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les générations précédentes travaillaient et finançaient les jeunes générations. Mais nous arrivons aujourd'hui à la 3e génération et il n'y a plus de parents disposant de ressources nécessaires pour financer ceux qui étudient toute la journée. Et puis, les subventions ont baissé, alors que le nombre d'orthodoxes ne cesse d'augmenter. Ce système n'est plus viable. Les orthodoxes forment un monde à part en Israël. Ils vivent dans des quartiers spécifiques, s'habillent en noir et blanc, ne s'engagent pas dans l'armée et n'aiment pas beaucoup les caméras. Mais ces dernières années, ils ont entamé une véritable révolution en sortant de leur ghetto. Ils ont investi des domaines autrefois réservés aux laïcs, comme le cinéma. En 2012, la réalisatrice Rama Burstein a reçu des prix dans le monde entier pour son film « Le cœur a ses raisons ». Le chanteur et acteur Shuli Rand, lui, enchaîne les spectacles et vient de jouer dans un film à succès évoquant les querelles qui déchirent le monde orthodoxe. La mode n'échappe pas au mouvement. Des créatrices ont décidé d'adapter les dernières tendances aux exigences de la loi religieuse. Rachel Horowitz dirige l'une des chaînes de magasins les plus populaires du monde orthodoxe. Je voyage souvent à Istanbul où nous faisons fabriquer nos vêtements. Nous travaillons aussi avec une usine en Norvège, dans une petite ville. Nous créons nous-mêmes nos modèles et nous les envoyons aux fabricants par Internet. Rachel bouscule les codes avec des modèles plus colorés, des mannequins professionnels, de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais ces vêtements doivent obéir à des règles très strictes. On doit être couverte jusqu'au niveau du cou. Les manches doivent arriver en dessous du coude et la robe doit arriver sous le genou. Les couleurs ne doivent pas être trop criardes. La femme doit être belle, mais pudique. Rachel habite dans un quartier orthodoxe de la banlieue de Jérusalem. La famille compte 7 enfants. Avec plus de 6 enfants par femme en moyenne, les orthodoxes affichent un taux de natalité record. Rachel recherche en permanence l'équilibre entre la vie d'une mère juive orthodoxe et celle d'une femme d'affaires. Pour moi, l'essentiel avant tout, c'est d'être une mère au foyer. Et ensuite, seulement d'être une femme d'affaires. Je m'efforce de veiller à ce que tout se passe bien pour mes enfants, de A à Z, et aussi de faire tourner mon affaire. Ce n'est pas facile, mais avec le soutien de mon mari, j'y arrive. Moshe, le mari de Rachel, a lui aussi abandonné les études talmudiques à plein temps pour travailler avec sa femme. Un couple moderne, mais très méfiant par rapport au monde extérieur. Dans la maison, pas de télévision ni d'internet. À la maison, nous sommes très vigilants. Nous ne sommes pas des fanatiques, mais on essaie de faire en sorte que la rue entre le moins possible dans notre foyer. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, d'après vous ? Vous trouvez normal que pour faire de la publicité pour une batterie, par exemple, il faut montrer un top modèle dans une pose ambiguë ? Est-ce que nous sommes obligés de subir cela ?
L'ouverture prudente vers la modernité d'une partie du monde religieux indigne les plus radicaux. Ils refusent toujours de s'intégrer dans une société jugée trop laïque, voire dépravée. Régulièrement, ils affrontent les forces de l'ordre, comme ici lors d'une manifestation contre une loi les incitant à s'engager dans l'armée. Mais ces fanatiques sont désormais très minoritaires en Israël. Jérusalem reste le centre de fouilles archéologiques intenses. Les archéologues ont mis au jour une nouvelle partie du mur des Lamentations, ainsi que les vestiges du premier bâtiment public romain découvert dans la vieille ville. Tout à côté du mur des Lamentations dormait un trésor archéologique, précieusement gardé et protégé par une couche de sable et de pierre de 8 mètres de hauteur. Au fur et à mesure de l'avancée de ces travaux, le groupe de chercheurs israéliens s'est retrouvé face à des développements inattendus. Les premiers signes sont arrivés avec la découverte de 8 blocs de pierre de fondation. Nous avons commencé à travailler ici il y a 2 ans et nous ne savions pas ce que nous allions trouver. Nous nous attendions à atteindre le prolongement des pierres qui soutiennent le mur d'enceinte du temple et la partie extérieure des piliers de l'arche de Wilson. L'arche de Wilson est la seule structure architecturale du mont du Temple qui est restée intégralement intacte après la destruction de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Un événement historique qui marque le début de l'exil des Juifs. Une nouvelle cité romaine, appelée Aelia Capitolina, a ensuite été fondée à Jérusalem. La construction de cette ville a été apparemment précédée par la réalisation des bâtiments publics et nous connaissons l'existence de certains d'entre eux uniquement par des sources historiques. L'idée de départ était qu'en creusant en profondeur, des vestiges de structures romaines, peut-être même une route de l'époque, émergeraient. Mais la réalité a dépassé les attentes. Les archéologues ont vu ressurgir sous leurs yeux, jour après jour, un odéon, un petit théâtre d'une capacité de 200 spectateurs. Il y a plusieurs points dans cette construction qui laissent à penser que l'édifice n'a jamais été terminé, comme les escaliers ou les décorations inachevées. Pendant la période juive, le mont du Temple était le centre de l'activité de la ville. Et là, on vient construire un bâtiment qui tourne le dos au temple. Il y a donc un changement dans l'urbanisation de la cité. Ce n'est pas un théâtre comme ceux que nous connaissons à Césarée ou à Beth-Shean. Il est plus petit, mais il a la même structure en demi-cercle avec les escaliers et il est couvert d'une toiture. Ce bâtiment pouvait servir au conseil municipal qui se réunissait pour prendre les décisions administratives ou alors pour des spectacles musicaux. C'est pour cela que le plafond était très important. Mais le voisinage du mur des Lamentations a encore augmenté la valeur de cette découverte. Derrière moi, nous voyons le mur des Lamentations, le mur occidental du temple, là où les fouilles s'arrêtent. Nous sommes très proches du mont du Temple et tout ce qui se fait à proximité du mont du Temple déclenche des soupçons. Des soupçons de la part des Juifs, de la part des musulmans et des chrétiens. Même inachevé, le théâtre, en raison de son excellent état de conservation et de sa proximité avec le tunnel du mur des Lamentations, est appelé à jouer les premiers rôles à Jérusalem. Nous n'avons pas encore fini de fouiller, les travaux seront terminés dans quelques mois. Et après, nous travaillerons pour l'ouverture au public. Le théâtre fera partie du parcours touristique du tunnel du mur des Lamentations. L'aménagement du site en musée pourrait prendre de 2 à 4 ans. De quoi donner un écrin digne de ce nom à ce théâtre que les archéologues du monde entier ont cherché pendant 150 ans.
Retour dans les Balkans pour finir. La séquence mémoire est consacrée à la création musicale en Macédoine. Dans ce pays, les influences orientales sont très fortes. Chanteurs et musiciens s'en inspirent. Un soir dans la Tchartchia, la vieille ville ottomane de Skopje. C'est la 2e édition du festival Redécouvrir le chemin de la culture. Il est principalement financé par une fondation italienne. Un de ses objectifs, réveiller la vieille ville, endormie depuis quelques années, tenue à l'écart des grands projets de rénovation. Au pied du musée de la Macédoine, plusieurs groupes locaux se succèdent avant l'arrivée d'un DJ que tout le monde connaît ici par son prénom, Kirill. Une star internationale de l'électro, avant tout un musicien macédonien. L'âme de ce que je fais en termes de musique est connectée d'une façon ou d'une autre à cette région. Particulièrement en travaillant avec des musiciens originaires d'ici, on s'inspire des musiques ethniques qui existent en Macédoine. On travaille sur les arrangements. Oui, vous pouvez absolument me présenter comme ça. Kirill Tchaïkovski a d'abord été pianiste. Dans les années 90, il se fait un nom en Australie, compose pour le théâtre et le cinéma, en portant toujours avec lui les sons de son enfance. Il travaille avec une fanfare rome depuis 1 an et demi. Avec elle, il parcourt la planète. Il n'y a pas de barrière en termes de perception, d'acceptation de la musique. Moi, j'essaye vraiment de garder ce concept d'un son international qui reste vraiment connecté à mes origines. Dans le sud du pays, à Bitola, tous les jeunes connaissent la bande de Foltin, des copains de lycée qui en sont à leur 5e album, jamais à court d'inspiration, qu'ils résument en un mot. Je ne sais pas quoi dire, juste la vie. Foltin, le nom d'un étrange compositeur, héros d'un roman hongrois. Étrange, leur musique l'est aussi, inclassable même. Voilà 14 ans qu'ils répètent dans ce petit studio. Ils chantent dans les théâtres, les musées, les cabarets. Ils chantent dans toutes les langues. Vous savez, on vit en Macédoine, alors il y a plusieurs influences entre Est et Ouest. Il y a des influences orientales. Et ces influences sont dans nos vies. Ces influences sont en nous. Et c'est tout ça que nous mettons dans notre musique. Sans frontières, les musiciens macédoniens le sont tous. Leur travail s'exporte dans toute l'ex-Yougoslavie et de plus en plus en Europe. Ils sont devenus les meilleurs ambassadeurs d'un petit pays méconnu qui ne manque pas de voix.
Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.